Bonjour à tous, bonjour Monsieur Delorgeril. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter. Donc vous êtes cardiologue diplômé de plusieurs facultés, donc celle de Genève et d'une faculté au Canada. Vous êtes actuellement chercheur au CNRS, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Très bien. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la santé, sur le cholestérol notamment, mais pas seulement. Et vous êtes intervenu dans de nombreuses émissions de télé. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vous ai connu, notamment sur un documentaire qui était passé sur Arte, qui s'appelait Le cholestérol, le grand bluff. C'est comme ça que j'ai vraiment eu la grande lumière sur vous. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter à votre présentation pour les auditeurs? Oh, en toute humilité, c'est pas la question du cholestérol qui m'a rendu, qui m'a fait connaître dans les milieux scientifiques et médicaux. C'est plutôt la description de la façon dont on doit se nourrir pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, j'ai décrit ce qu'on appelle le paradoxe français, the French paradox. J'ai décrit la diète méditerranéenne. J'ai fait des études pour montrer comment il fallait se nourrir pour se prémunir de l'infarctus et de l'accident vasculaire cérébral. Et ça a fait le tour du monde parce qu'au début, évidemment, c'était contesté. Euh, et puis, comme ça a été confirmé de tous les côtés, il n'y a pas une seule étude négative sur la diète méditerranéenne. Et ben voilà, je suis devenu une référence en la matière. Très bien. En Et tout cas, ouais. le cholestérol est venu en second plan parce que, en fait, les milieux médicaux, universitaires, partout dans le monde, pensaient que le bon régime alimentaire pour se protéger des maladies cardiovasculaires, c'était un régime alimentaire qui diminuait le cholestérol. Voilà. Et nous, on a montré que c'était totalement faux. Ça ne sert à rien de diminuer le cholestérol avec un régime. Et ensuite, on a discuté si les régimes anti-cholestérol ne servent à rien, est-ce que les médicaments anti-cholestérol servent à quelque chose? Et c'est là qu'est partie toute la polémique autour des médicaments anti-cholestérol, mais pas simplement les statines, comme on dit, mais d'autres médicaments anti-cholestérol, les fibrates, etc., etc. D'accord, très bien. Écoutez, je vous propose de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une audience qui est un petit peu sensibilisée à tous ces sujets. Donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est la suivante. Aujourd'hui, quand on est une personne qu'on voit passer, parce qu'aujourd'hui, les gens, vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenu qui est publié. Et aujourd'hui, quand on est une personne lambda qui n'a pas forcément des connaissances en mathématiques, en statistiques. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, même moi qui suis ingénieur, je n'ai pas les outils statistiques pour comprendre toutes les études qui me sont présentées aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on dit doit être evidence-based, donc doit être soi-disant, bah, pas soi-disant, mais doit être soutenu par la littérature scientifique. Donc comment on fait aujourd'hui quand on est une personne lambda qui n'a pas de connaissances spéciales, comme je vous l'ai dit, pour vérifier les choses qu'on nous raconte? C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça que j'écris des livres. J'écris des livres pour expliquer la médecine scientifique, sachant que, y compris à l'INSERM, au CNRS, etc., la médecine scientifique n'est pas comprise à l'heure actuelle. Donc la personne lambda dont vous parlez ne peut pas comprendre. C'est un métier qui s'acquiert avec les années, avec l'expérience. Je vous donne juste un exemple. J'ai passé ma thèse de médecine en 1976. Et, et c'était un essai clinique randomisé dans la pancréatite aiguë. Donc, vous voyez, D'accord. 1976-2024, ça fait 50 ans. C'est 50 ans d'expérience. Donc, ben là, moi, évidemment, je suis très à l'aise. Et puis, j'ai eu tellement de confrontations, tellement de collaborations avec des gens extraordinaires que je peux définir ce qu'est la médecine scientifique. La médecine scientifique, c'est une chose. La médecine de précision, hein, que je décris dans ce livre, par exemple, c'est autre chose. Hein, c'est la médecine pratique. Et il y a D'accord. une deuxième raison pour laquelle la médecine scientifique est devenue incompréhensible, y compris pour les médecins et pour la très grande majorité des scientifiques, c'est parce qu'elle a été
si je puis dire, détourner la médecine scientifique par le monde industriel et administratif. C'est-à-dire que si vous voulez démontrer qu'un produit de santé est efficace, utile, ce qui est exigé par les administrations pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, une AMM, eh bien, il faut produire des données scientifiques solides. Et les données scientifiques solides démontrant l'efficacité d'un produit de santé, c'est l'essai clinique randomisé en double aveugle. Et aujourd'hui, les meilleurs spécialistes de ces essais cliniques randomisés en double aveugle, eh bien, ils sont dans l'industrie. Je ne connais pas un universitaire aujourd'hui qui est capable de monter un essai randomisé en double aveugle, parce que ça nécessite une telle force, pas simplement les connaissances, parce que les connaissances dépendent évidemment de la pratique, mais ça nécessite un tel contexte scientifique, intellectuel et pratique, et donc financier, que seuls les industriels peuvent le faire. Donc, les seuls gens expérimentés sont les industriels. C'est eux qui font les essais cliniques. Et évidemment, si vous êtes un employé de cet industriel, vous êtes, un, très bien payé, et deuxièmement, vous êtes loyal. Ce que vous demande votre patron lorsque vous êtes un employé de l'industrie, c'est de favoriser son business. Il va vous donner un très haut salaire pour que vous démontriez que son nouveau produit formidable qu'il annonce depuis quelques années n'est pas intéressant. Vous voyez, s'il y a une telle perte financière en testant un produit qui finalement n'est pas commercialisé, qu'en général, lorsqu'on se lance dans un essai clinique, on veut qu'il soit positif, c'est-à-dire qu'il démontre l'efficacité du produit. Seuls les experts de l'industrie sont capables de voir les défauts de ces essais cliniques. Il y a quelques scientifiques dont je fais partie, parce que j'ai travaillé avec l'industrie, parce que j'ai monté moi-même des essais cliniques, donc je comprends comment on les fabrique, comment on les analyse, comment on peut les biaiser aussi. C'est assez facile. Donc, si vous n'êtes pas dans le secret des princes, alors vous n'êtes pas capable de montrer qu'un essai clinique est bien conduit ou pas. Donc, vous voyez, il y a l'exigence d'un essai clinique randomisé en double aveugle, et ensuite, être capable de déceler si cet essai clinique a été bien conduit, bien analysé. Alors, l'exemple le plus caricatural que l'on a ces jours-ci, ce sont évidemment les essais cliniques testant les vaccins anti-Covid, le Pfizer et le Moderna. Bon, c'est une telle caricature de science médicale que j'en ai honte. Et pourtant, vous avez vu, ça a été accepté par les administrations, ça a été accepté par les autorités sanitaires, et aujourd'hui, il est quasiment interdit de dire que ces essais cliniques sont des caricatures de science médicale. Alors, si vous avez les yeux ouverts, vous vous êtes rendu compte que les vaccinés faisaient finalement vague après vague autant de Covid que les non-vaccinés, mais si vous êtes obtus et si vous êtes impliqué, vous voyez, soit parce que vous êtes dans l'administration, dans les autorités sanitaires ou dans l'industrie, en l'OMS, alors vous vous taisez, et aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est une censure impitoyable concernant la moindre critique sur les essais cliniques concernant les vaccins anti-Covid. Alors, très franchement, moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que j'ai vécu exactement ça avec les médicaments anti-cholestérol. Donc, c'est une répétition. Ce qui s'est passé avec les vaccins anti-Covid, c'est une répétition de ce que nous avons vécu avec les principaux médicaments anti-cholestérol, les statines. Vous voyez, donc vous avez plusieurs obstacles, même si vous êtes un mathématicien, un ingénieur, il faut déjà comprendre la médecine scientifique. Ça consiste à maîtriser le hasard, en fait. Les probabilités, c'est ça. Je peux être trompé par le hasard, c'est mon principal ennemi. Comment je fais pour maîtriser l'effet du hasard? Oui, mais après, il faut maîtriser tous les intervenants dans un essai clinique qui vont faire croire toutes sortes de choses
qui sont fausses. Et on sait comment faire, mais pour démontrer qu'un essai clinique a été biaisé intentionnellement par un industriel, par les experts de l'industrie, alors il faut rentrer dans les bases de données. Mais pour un expert comme moi, à travers différents signes, je vois qu'on se moque de moi. Mais parce que moi-même, j'ai pratiqué. D'accord. Très bien. Du coup, j'aimerais aller, avec vous sur la question du cholestérol. Donc je vous l'ai dit, mon audience, elle est un petit peu sensibilisée à ce sujet. Est-ce qu'on pourrait juste, avant de démarrer, rappeler brièvement qu'est-ce que c'est un cholestérol? Qu'est-ce que c'est du HDL? Qu'est-ce que c'est du LDL? De quoi parle-t-on en fait? Eh bien, à nouveau, on est dans une désinformation extraordinaire vis-à-vis de ces questions. Je vais commencer par le plus simple possible. Hein. Si vous allez vous faire une prise de sang au laboratoire parce que votre médecin vous a demandé combien vous avez de cholestérol et est-ce que je vais vous donner un médicament ou un régime, okay, on va vous rendre des résultats et il y aura en haut bilan lipidique. Et Oui, la première chose et la première ligne qu'il y aura après les explications, ce sera cholestérol total. C'est dans la rubrique bilan lipidique. Et la question, c'est est-ce que le cholestérol est un lipide? Eh bien non, le cholestérol n'est pas un lipide, c'est un stérol. Alors, vous voyez, la désinformation, elle commence à la première ligne du bilan biologique de base qui est, comment dire, pratiqué dans la médecine quotidienne. Alors évidemment, vous allez tout de suite me dire, à juste raison, mais c'est quoi un lipide? Si le cholestérol n'est pas un lipide, c'est quoi un lipide? Vous savez, c'est aussi simple que ça. Vous allez sur Wikipédia et vous aurez la réponse, ou dans n'importe quelle encyclopédie. Un lipide ou une graisse, c'est la même chose, lipide et graisse. Hein. On dit graisse tant que c'est dans l'assiette, ce dont on parle, et puis quand c'est en circulation dans le sang, alors ça devient un lipide. Mais que ce soit en circulation dans le sang ou que ce soit dans l'assiette, matière grasse ou un lipide, c'est quoi? C'est une substance qui ne se mélange pas à l'eau. Ce qui n'est pas le cas du cholestérol, c'est un stérol. Et donc, quelles sont les substances qui ne se mélangent pas à l'eau? Ce sont les graisses. Et qu'est-ce que c'est que les graisses? Ce sont des acides gras. Les vrais lipides, ce sont les acides gras. Bon, alors, vous voyez, là, on a déjà bien avancé parce que c'est gras, c'est insoluble dans l'eau et c'est acide. C'est deux problèmes majeurs pour un physiologiste ou pour le bon Dieu. Comment, ouais, attendez, là, je mange du beurre, c'est gras, ça contient donc des acides gras, ok, alors, il faut que j'absorbe ça puisque j'en ai besoin. Mes cellules ont besoin d'acides gras. Hein, comme vous savez, il y a des acides gras saturés, des acides gras monoinsaturés, des polyinsaturés. Il y a les oméga 7, les oméga 6, les oméga 3. Ouais, c'est ça les lipides. Mais dans votre bilan lipidique au laboratoire du coin de la rue, est-ce qu'il vous parle des oméga 3 ou des oméga 6? Non, c'est pour ça le bilan lipidique, ça devrait être ça, avant ouais. tout. Bon, alors, comment le bon Dieu a trouvé, quelle est la technique que le bon Dieu a trouvée pour que ce gras qui va dans mon tube digestif, je l'absorbe, puis je le mette en circulation pour qu'il soit distribué via la circulation sanguine vers tous les organes. Et mes neurones, ils ont besoin de lipides, donc d'acides gras. Les muscles ont besoin d'acides gras. Pour fabriquer de l'énergie dans les mitochondries des cellules musculaires, j'ai besoin d'acides gras. Alors, comment je fais? Eh bien, je les mets dans des poches, dans des sacs. Oui, mais un sac, ça veut dire qu'il y a une
structures. Et dans notre organisme, des structures, par exemple les structures cellulaires, ça dépend à la fois de membranes. Les membranes sont faites de phospholipides et de protéines. Alors les phospholipides, ce sont des lipides, hein, en partie des lipides. Et ces mélanges de phospholipides et de protéines, ça donne des lipoprotéines. Bon, alors ça c'est pour résoudre le problème de la solubilité de mes acides gras que je dois faire transporter, mais ils sont acides. C'est des acides. Or, le pH dans notre organisme est très finement régulé. C'est un réanimateur, il vérifie le pH dans le sang de ses patients plusieurs fois par jour, parce que ça doit être très, très finement régulé. Donc, il faut neutraliser la fonction acide de ces acides gras. Eh bien, le bon Dieu, encore lui, il a inventé une technique, il a, si je puis dire, associé ces acides gras avec des molécules qui neutralisent la fonction acide. Et ces molécules, il y en a deux principales, c'est le glycérol et c'est le cholestérol. Alors pourquoi le bon Dieu a choisi le glycérol et le cholestérol, ça je ne sais pas. Mais c'est vraiment très intelligent parce que, vous voyez, avec le glycérol, c'est une molécule à 3 carbones, c'est une toute petite molécule. Oui, mais avec ces 3 carbones, le glycérol neutralise 3 acides gras qui ont entre 10, 12 carbones et puis 24. Hey, attendez, là, c'est un astuce formidable. Par contre, le cholestérol, lui, il neutralise qu'un seul acide gras. Hein, et le cholestérol, puisqu'il accompagne un acide gras, va se retrouver dans les lipoprotéines. Et alors, vous voyez, le phénomène extraordinaire, c'est que dans ces lipoprotéines, alors il y a celles qui partent du tube digestif, sont plein des acides gras, des lipides, des phospholipides, des vitamines liposolubles, etc., qui sont dans notre alimentation et qui sont transportés jusqu'au foie, la circulation, on à gauche, un peu comme une station, un circuit de métro ou de tram. À chaque station, je donne quelque chose et je prends. Vous voyez, ok, ça se passe comme ça. Alors qu'on ait transformé ces lipoprotéines en cholestérol, alors que le cholestérol n'est qu'une toute petite fraction des lipoprotéines, ça, c'est un phénomène extraordinaire. Et c'est de là des informations. Alors, évidemment, quand vous avez mangé, ce sont des lipoprotéines spéciales qui transportent les lipides du tube digestif vers le foie ou dans la circulation, ce sont les chylomicrons, oui, mais une fois que ça a été, on va dire, dispersé et que vous êtes à jeun, oui, vous avez toujours besoin d'acides gras. Il faut en mettre en circulation parce que vos cellules en ont besoin en permanence. À ce moment-là, c'est le foie qui va mettre en circulation des lipoprotéines qui sont spécifiques, ce ne sont plus des chylomicrons, mais ce sont des lipoprotéines LDL, Low Density Lipoprotein. Voilà, alors je résume, parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà. Et ça, c'est les lipoprotéines mises en circulation à partir du foie pour aller distribuer les acides gras, les vitamines liposolubles, les phospholipides, etc., dans tout l'organisme. Et par la même occasion, le cholestérol, puisqu'il y en a un peu dans les lipoprotéines. Et quand le laboratoire dit « je mesure le LDL cholestérol », il ne mesure pas les LDL, qui sont des très grosses lipoprotéines. Il mesure le cholestérol présent dans les LDL. En fait, si vous regardez bien votre rapport bilan, il ne le mesure pas, il le calcule. D'accord. C'est la fameuse formule de Friedewald. C'est très facile de mesurer le cholestérol total dans l'organisme. C'est simple, vous séparez ça, vous retrouvez ça sur Internet. Vous faites agir une lipase qui élimine tous les acides gras présents
autour du cholestérol. Okay, j'élimine, je prends le cholestérol et par une méthode biochimique très simple, je mesure le cholestérol. Alors, si vous êtes à jeun, hein, vous mesurez le cholestérol particulier, une fraction. Est-ce que c'est ça qui est important? Peu importe. Moi, je pense que ça n'a aucune importance. Et même de mesurer le cholestérol en général, ça n'a aucune importance. Bon, voilà, je m'arrête là sur la physiologie des lipoprotéines. Et vous voyez que quand vous mesurez, soi-disant, le mauvais cholestérol dans le sang, quand vous êtes à jeun et qu'on appelle ça le LDL cholestérol, dire qu'il est mauvais alors que c'est un cholestérol présent dans des lipoprotéines qui vont distribuer tous les bons acides gras indispensables à la vie des cellules, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est au contraire des lipides indispensables à la vie des cellules, y compris le cerveau. Je vous propose de rester là-dessus. Je vais vous donner une phrase que j'ai récupérée sur le site de la Fédération française de cardiologie. En excès dans le sang, le mauvais cholestérol, donc le LDL, est dangereux sur le long terme pour la santé. Il détériore les artères, forme des plaques d'athérosclérose, favorise les caillots et les accidents cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, d'après vous, c'est ou ce n'est pas dangereux et pourquoi le LDL n'est pas un marqueur pertinent pour prédire le risque cardiovasculaire? Alors, vous êtes gentil, là, mais il me faut 3 heures d'un cours Ah, de physiologie. Vous voyez, c'est compliqué. Ouais. oui, c'est compliqué. Alors, mais je vais prendre un bout, juste un petit bout pour vous faire plaisir. Vous voyez, donc Merci. vous me dites que ce vilain cholestérol, ce méchant cholestérol. Bon, vous voyez que pour un scientifique, quand on commence à utiliser des adjectifs comme gentil, bon, méchant, vous voyez, là, on quitte le domaine de la science pour aller dans, je ne sais pas, dans le dessin animé ou dans Walt Disney. Vous voyez, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Il n'y a pas du bon et du méchant cholestérol. Ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Bon, j'explique ça dans mes livres. Mais donc ça déjà, je veux dire, soyons réalistes, cette façon de présenter les choses est tellement infantile qu'il faut rejeter tout de suite ce genre de théorie. Mais vous voyez, quand vous dites ce méchant LDL, en fait, le cholestérol, qu'il soit apporté par l'alimentation, qu'il soit sécrété par le foie, c'est toujours la même molécule qui se trouve en circulation, et jamais libre, mais qui se trouve dans des lipoprotéines, dans des sacs. OK? Alors après, il y a des récepteurs au niveau des cellules qui accueillent les lipoprotéines, et là, il y a des échanges, les acides gras, le cholestérol, etc., qui rentrent dans la cellule, peu importe. Hein, c'est jamais tout seul. OK? Bon, et vous voyez, il y a toutes les vitamines liposolubles hein, avec ça. Hein, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine A, etc., qui sont d'une importance considérable pour notre santé. Vous voyez, là, personne ne va aller dire qu'il y a une méchante vitamine A et une gentille vitamine A. Ah, bon, et vous voyez, dans cette phrase de la Fédération de cardiologie, où ils écrivent, c'est vous qui venez de dire, que le cholestérol favorise les caillots. Alors ça, c'est absolument fondamental dans les maladies cardiovasculaires parce que ce soit l'infarctus ou que ce soit l'accident vasculaire cérébral ischémique, ce n'est pas le cholestérol qui bouche l'artère, c'est un caillot. Le caillot, nous, on dit thrombus. Ouais, thrombus. Hein, hein, voilà. Bon, mais le caillot, le thrombus, on connaît très bien la biologie de la formation du thrombus, du caillot. Hein. Il y a des caillots fragiles qui sont faits de plaquettes, et puis il y a des caillots solides, c'est les plus dangereux, qui sont devenus solides parce que la fibrine les a solidifiés. Et ça, c'est la voie de la coagulation. Vous voyez, on a deux façons de discuter les caillots. Il y a les plaquettes, et donc la biologie des plaquettes. On dit les fonctions plaquettaires. De l'autre côté, il y a la
voie de la coagulation, vous savez, avec les 13 facteurs de coagulation. Et dans ces deux voies-là, qui conduisent à la formation d'un caillot, un thrombus, le cholestérol ne joue aucun rôle. À ceux qui ont écrit que le cholestérol favorise les caillots, qui me donnent les références adéquates où je vois où le cholestérol agit soit sur les fonctions plaquettaires, soit sur la coagulation. On a des médicaments formidables pour diminuer l'activité, les fonctions plaquettaires. Hein, c'est par exemple le Plavix, le clopidogrel, l'aspirine, etc. Vous voyez, bon. Et puis on a des médicaments pour perturber la voie de la coagulation. Hein, ce sont les anticoagulants. Et parmi les anticoagulants, il y a ceux qui dépendent de la vitamine K, ceux qui sont indépendants de la vitamine K, etc. Mais le cholestérol dans tout ça ne joue aucun rôle. Donc c'est ce que dit la fédération là, de cardiologie. Alors, est-ce que c'est naïf? Est-ce que c'est idiot? Est-ce que c'est de la désinformation? Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est pour moi sans intérêt. D'accord. Du coup, la question que je voulais rajouter, c'est est-ce que selon vous, il faut s'inquiéter, est-ce qu'il faut surveiller son taux de LDL? Alors, là c'est un cours de médecine à nouveau. Hein. Je vous pose les questions que les gens se posent. Hein. Je vous pose les Oui, questions oui. que les gens Alors, se posent. mais vous voyez, quand oui, bien sûr, je comprends, hein, mais je joue un peu à. Bon, vous voyez, mais vous dites, est-ce qu'il faut mesurer les LDL? Mais on est incapable de mesurer les LDL, c'est-à-dire les low density lipoproteins, LDL. Oui. Hein, ça nécessite des techniques qui ne sont pas des laboratoires de ville. On sait le faire hein, dans les laboratoires de recherche. Alors, on utilise des techniques, peu importe, d'électrophorèse, assez compliquées pour mesurer, pour séparer les différentes lipoprotéines et puis finalement arriver à avoir une estimation des LDL par rapport au HDL ou par rapport au chylomicron, etc. Donc, ouais. c'est pas ça que vous mesurez. Ouais. Ce que vous pouvez mesurer, c'est le cholestérol. Ça, c'est une technique. Vous pourriez mesurer les acides gras. Ouais. Et là, à nouveau, il y a très, très peu de laboratoires qui le font. Là, il faut de la chromatographie gazeuse. Oui, ça peut se faire, hein, mais ce n'est pas très précis. Hein, on a des pourcentages de certains types d'acides gras, etc. Là, il faut vraiment une expertise pour faire la différence entre les oméga 6 et les oméga 3. À l'intérieur des oméga 3, il y a ceux qui sont d'origine marine, ceux qui sont d'origine végétale. Parmi les oméga 6, à nouveau, ceux qui sont d'origine animale, ceux qui sont d'origine végétale, ceux qui peuvent être d'origine végétale et mimer une origine animale, etc. Et l'acide arachidonique. Bon, je ne rentre pas dans les détails, vous voyez, mais quand vous dites, vous pensez, est-ce qu'il faut mesurer son LDL? En fait, vous auriez dû me dire, est-ce qu'il faut mesurer son cholestérol? D'accord. Bon, alors, très franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et même parmi les conventionnels, il y a de plus en plus de médecins qui admettent, que ça ne sert à rien. Ça pourrait servir, si vous voulez, si c'était prédictif d'une maladie cardiovasculaire ou si j'avais l'intention, au cas où c'est haut, de donner un médicament. Bon, comme on sait que ça n'est pas prédictif, ça, tous les médecins l'ont vu. Vous voyez, moi, ça fait 50 ans que je fais de la cardiologie, et sur ces 50 ans, vous voyez, on peut dire qu'il y a au moins la moitié, 25 années, où les cardiologues ne s'intéressaient pas au cholestérol, et ils n'étaient pas idiots, c'était des professeurs, c'était des scientifiques, ils n'étaient pas idiots. Pourquoi ils ne s'intéressaient pas au cholestérol dans le contexte des maladies cardiovasculaires? Parce que tous les jours, dans leur pratique, ils voyaient des gens avec un cholestérol très bas qui faisaient des infarctus, et ils voyaient des gens avec un cholestérol très haut qui ne faisaient pas d'infarctus. Donc, c'était évident pour eux que ça ne servait à rien. Et alors, il y a eu des grandes études pour dire, regardez, quand on mesure le cholestérol, on peut avoir une estimation du risque de faire un infarctus à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Bon, ça, on a démontré que ces études avaient été biaisées de façon intentionnelle.
Hein, c'était pour obtenir des crédits, notamment aux États-Unis. Il y a deux grandes études qui sont tout le temps citées, la Seven Country Study, puis l'étude de Framingham. Les gens qui ont conduit ces études ont obtenu comment dire, des crédits énormes pour faire ces études, et il fallait absolument des résultats. Et ça ressemble un peu à ce qu'on vient de vivre avec la Covid. Vous voyez, parce que pourquoi c'était comme ça à l'époque? Parce que c'était la panique. Hein, vous aviez des millions de morts d'infarctus en Amérique du Nord. Mm. Vous voyez, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Mm. Et c'était des hommes et jeunes, et généralement des hommes jeunes très actifs sur le plan professionnel. Vous voyez, c'était donc une catastrophe sanitaire bien pire que la Covid. Et donc, les gouvernements, les États, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, ont été paniqués. Il fallait absolument trouver une solution. Il fallait au moins montrer aux populations qu'on faisait quelque chose. Parce que les gens, ils mouraient de mort subite. Hein. 50 ans, crac, mort subite. Vous voyez, moi, j'ai vécu à Montréal, à Canada, et les ambulances qui sont devenues des SAMU en France, les ambulances il y avait tellement de morts subites, encore à l'époque, hein, dans les années 80, que les ambulances, les camionnettes ambulances, étaient au coin de rue dans Montréal City, ok, moteur allumé pour se précipiter vers l'endroit où il y avait un arrêt cardiaque pour aller utiliser le défibrillateur et essayer de sauver la vie des gens. Vous voyez, moteur allumé au coin des rues, 24 heures sur 24. Ah ouais. Bon, et donc il fallait que les gouvernements fassent quelque chose. Donc ils ont mis des crédits considérables, et les crédits considérables, c'était pour investiguer les graisses dans l'alimentation et les lipides dans le sang. Et vous voyez, par exemple, dans l'étude de Framingham, c'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde peut vérifier, que j'ai moi-même vérifié et raconté dans le livre. L'étude de Framingham, c'est une petite ville près de Boston. Hein, elle a été conçue et elle a obtenu des crédits pour étudier la nutrition des habitants de Framingham, leur alimentation. Hein, on pensait à l'époque que les graisses animales étaient responsables des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Eh bien, à Framingham, ils n'ont jamais publié les résultats de leur enquête nutritionnelle sur les habitants de Framingham. Ils n'ont jamais publié parce que ça ne correspondait pas à l'hypothèse qu'ils défendaient initialement pour avoir leur crédit. Et la grande étude d'Anselkis, la Seven Country Study, hein, l'étude des 7 pays, même chose, c'est une étude complètement biaisée, c'est parfaitement démontré. Là, vous allez sur Internet, vous retrouvez tous les schémas, tous les diagrammes faits par des gens modernes, hein, et qui montrent comment Anselkis, qui n'était pas médecin, qui était un biochimiste, c'est littéralement. Alors, est-ce que c'était intentionnel ou est-ce qu'il était naïf? Il n'était pas statisticien, il n'était pas épidémiologiste, il n'était pas médecin, il n'était piochimiste. Mais Anselkis n'a pas fait que des bêtises. Vous voyez, là, il s'est complètement planté avec l'histoire du cholestérol. Mais par contre, c'est lui le premier qui a décrit la diète méditerranéenne. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Et oui, oui, non, non, mais c'est lui le premier. Hein. Et pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que parmi les 7 pays qu'il a étudiés, il y avait les États-Unis, la Hollande, la Finlande, etc., le Japon, mais il y avait aussi la Grèce. Et en Grèce, il y avait plusieurs centres, et c'est en Grèce qu'il a constaté sur des cohortes importantes que c'est là qu'il y avait le moins d'infarctus. Alors il a dit, mais c'est la façon dont ils mangent, parce que les Grecs fumaient autant que les Américains. Ouais, ben, ils faisaient, à l'île de Corfou, il y a pratiquement eu 0 infarctus pendant les 50 suivis. Et donc, il a dit, bon, ben, c'est la façon dont ils mangent. Et il appelait ça la diète méditerranéenne. Voilà. Super. Je voulais vous poser la question. Là, vous m'avez cité des études qui ont quand même quelques années. Vous considérez que même les études de ces 10 dernières années, parce que je vous en parle parce que moi, j'en vois régulièrement passer, même ces études-là, qui montrent que, alors c'est des études, c'est des méta-analyses, donc qui montrent par exemple une association qu'en réduisant le LDL, on réduit également les événements ou les accidents cardiovasculaires. Ces études-là ne valent rien. Est-ce qu'elles sont biaisées? Quel est votre avis sur ces études récentes? Alors là, vous faites référence à des essais cliniques qui ont testé les
statines Oui. sur des populations variées. Alors, ça peut être des gens qui ont fait un infarctus et puis on leur donne une statine pour éviter la récidive, bien des diabétiques, des insuffisants rénaux, des insuffisants cardiaques, etc. Alors, vous avez tout à fait raison, des méta-analyses. Alors, une méta-analyse, hein, c'est une façon de faire la somme de plusieurs études. C'est une technique qui est intéressante. Plutôt que de dire les Finlandais ont montré ça, les Américains ont montré autre chose, les Australiens, hein, alors on prend les trois populations, on les met toutes ensemble et on refait une analyse des résultats. Bon. Vous voyez que là, ça veut dire que les bases de données sont ouvertes et que ceux qui vont faire le travail savent qui a reçu le médicament, qui n'a pas reçu le médicament, qui a fait une complication et qui n'a pas fait une complication. Et c'est le contraire de l'essai clinique randomisé en double aveugle. Pourquoi on fait de l'aveugle? Hein, c'est pour éviter les biais et les triches. Si c'est à l'aveugle, ça veut dire que ni le patient qui reçoit le médicament ou le placebo sait ce qu'il reçoit, mais l'investigateur qui donne le médicament ou le placebo ne sait pas non plus. Et si on prend ces précautions, vous voyez, c'est pour neutraliser l'effet du hasard, mais aussi neutraliser toutes les erreurs possibles venant des investigateurs. Ouais. Oui, mais si vous êtes le docteur Dupont ou le docteur Wilson, que vous avez 20 000 euros par mois pour démontrer que votre médicament est un médicament miraculeux, vous voyez, vous n'avez pas envie d'être licencié au bout de 3-4 ans parce que vous n'avez pas été capable de démontrer que ce médicament est efficace. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient, si tu n'es pas capable de démontrer que le produit que tu testes est efficace, c'est que tu n'es pas un bon scientifique. Oui, mais c'est ça l'ambiance. Hein, voilà. Et à tel point que tous les essais conduits pour tester les statines sont, dans notre langage à nous, des essais commerciaux. Ce sont des employés de l'industriel qui conduisent l'étude. Et si moi, je dis, excusez-moi, mais j'ai des doutes concernant la façon dont vous avez conduit le travail et j'aimerais avoir accès à votre base de données, j'y aurais pas droit. Et même si c'est le président d'une société savante qui le demande, il n'y aura pas droit. Et on va lui dire, mais monsieur, c'est secret industriel. Et toutes les juridictions de tous les pays capitalistes, mais ailleurs c'est encore pire, hein, affirment que le secret industriel est impératif. Ben oui, parce que s'il n'y a pas de secret industriel, vous imaginez, c'est fini le business. voyez, les gens vont se copier les uns les autres, ils vont prendre le brevet de l'un, faire le travail de l'autre, etc. Donc le secret industriel dans un monde industriel capitaliste, il est impératif. Et dès que vous voulez avoir des détails sur une étude, on va vous dire secret industriel, désolé. Et pour être sûr d'avoir bien compris, ça veut dire même une autorité de santé d'un pays, pour vérifier les dires d'un industriel, n'a pas le droit Il n'y a de pas de droit. vérifier ses données brutes pour vérifier Non, son travail? absolument pas. Ça, c'est incroyable quand même, ça, c'est incroyable. Non, non, c'est la pratique habituelle. Alors, ce n'est D'accord. pas tout à fait comme ça que ça se passe. Si vous avez vraiment un doute, si vous êtes une autorité sanitaire indépendante, ce qui n'est jamais le cas, l'autorité sanitaire est le gouvernement. Le gouvernement, évidemment, il est ami avec les industriels qui font le business sur son territoire. Mais ça arrive de temps en temps. C'est arrivé avec les coques-cibles. C'est arrivé Ouais. avec les coques-cibles. Et c'était les mêmes industriels, Merck, Pfizer, AstraZeneca, etc., qu'on a vu à l'œuvre avec les vaccins anti-Covid. OK, alors eh qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas voulu. À ce moment-là, il y a un juge qui a dit je vous envoie la police. Mais pour avoir accès aux bases de données, il a fallu envoyer la police. Ouais. Bon, alors, évidemment, vous voyez, envoyer la police, ça, les industriels le savent. Donc, ils vont faire en sorte que si par hasard on envoyait la police, les bases de données soient propres.
Et dans tout essai clinique, la première chose que vous faites, la première chose que fait l'ingénieur ou le statisticien, etc., c'est de nettoyer la base de données. Je vais vous prendre un essai clinique que je cite tout le temps dans les conférences que je donne. Ouais. C'est l'essai 4S. 4S. Ouais. 4S parce que il y a 4 fois S. Simvastatin, c'était la statine traitée. Scandinavian. Ouais. Study, enfin, il y a 4 S. Bon, Ouais. ok. Alors, pourquoi je la cite souvent? Parce que c'est le seul essai clinique qui est réellement démontré, et je suis tombé dans le piège, qui est réellement démontré un effet de la diminution du cholestérol grâce à cette statine sur le risque cardiovasculaire, et notamment sur la mortalité cardiovasculaire. C'est publié en 1994. Ouais. Quand c'est publié dans le Lancet, je trouve ça assez formidable. 30% de réduction de la mortalité cardiovasculaire grâce à la simvastatine. Là, je me dis, voilà, on a un médicament qui est efficace. C'est au moins équivalent à l'aspirine ou à un antiplaquettaire. Bon. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre qu'on s'était moqué de moi. Et oui, parce que d'abord, ça n'a jamais été reproduit par aucune autre statine. Mais surtout, quand j'ai regardé entre les lignes, je me suis rendu compte que tous les investigateurs, sauf le professeur Pedersen qui était le premier signataire, tous les investigateurs étaient des employés de Merck. Attendez, et si vous pouvez retourner sur l'article du Lancet, vous voyez que les analyses statistiques et la gestion de la base de données est faite par un ingénieur de Merck, par un employé de Merck. Et donc, confiance zéro. Maintenant, on le sait, vous voyez, il y a eu de telles affaires avec, par exemple, les Coxib, qu'on sait qu'on ne peut pas faire confiance aux employés de l'industriel. Il est là pour faire le boulot. Attendez. Alors, avec les Coxib, on avait envoyé des commissaires. Pour la simvastatine, j'ai été invité à plusieurs reprises en Finlande, puisque c'est de là que c'est parti. Et quand j'ai demandé à avoir accès à la base de données, on m'a ri au nez. Écoute, nous-mêmes, on ne l'a pas. J'étais invité par des universitaires qui avaient participé, etc. Mais ils m'ont dit, mais nous-mêmes, on ne l'a pas, ça, c'est chez Merck. Secret défense. Alors après, si vous faites des méta-analyses, parce que c'est ça le point de départ, votre question, tout dépend qui l'a fait, la méta-analyse en question. Si ce sont des gens qui sont payés par des industriels ou qui sont éventuellement des universitaires, mais qui reçoivent des cadeaux des universitaires. Il y a des gens dont toute la carrière dépend du sujet cholestérol-statine. Pratiquement tous les professeurs de cardiologie dans les pays occidentaux ont reçu de l'argent de l'industrie des statines. Un peu comme tous les cardiologues français avaient reçu de l'argent de Servier pour le Médiator. Et donc, quand vous êtes complice, vous vous taisez. 35 ans de Mediator, vous voyez, il ne faut pas faire confiance. Bon, alors si la méta-analyse est faite par des gens qui sont, par exemple, de la Société européenne de cardiologie, la Société européenne de cardiologie ne survit que grâce aux dons de l'industrie pharmaceutique. Je suis membre de la Société européenne de cardiologie, je paye 150 € par an, c'est pas avec ça qu'on peut organiser les immenses congrès, les sessions et les spécialisations, etc. C'est impossible. C'est grâce à l'argent de l'industrie. Après, vous êtes complices. Vous êtes pieds et poings liés. Bon, alors dans ce cas-là, vous analysez les méta-analyses, vous voyez que les gens, pour arriver au résultat qu'ils souhaitent, ils font une sélection des études. Ils prennent celles qui leur conviennent. On a démontré ça, je le montre dans des conférences, je l'ai démontré dans des livres, etc. Donc, ils font une sélection, vous voyez. Donc, par exemple, ils vont dire, bon, moi, j'ai pris les 15 meilleures études testant les statines. Selon eux, les 15 meilleures, attendez, je ne suis pas d'accord. Et avec ces 15 études qu'ils ont soigneusement sélectionnées, ils vont dire, vous voyez, avec cette méta-analyse, nous confirmons que la diminution du cholestérol avec la statine diminue le risque cardiovasculaire.
Ben oui, mais attendez, si moi, avec des copains américains, je refais la même méta-analyse, et au lieu de prendre 15 études, j'en prends 40. Je ne fais pas la sélection. Je dis, attendez, a priori, s'il y a tant de patients, si l'échantillon est d'une telle taille, si la durée du suivi est d'une telle taille, si c'est vraiment du double aveugle, si la randomisation a été vérifiée, je ne fais pas de sélection, je ne prends que des critères de qualité et que je refais la méta-analyse, non pas avec 40, avec 15 essais cliniques, comme le copain de la Société européenne de cardiologie, et avec 40, j'ai plus d'effet. Même des 40 essais cliniques commerciaux. Ouais. Commerciaux, ouais. Oui, oui, parce que tous les essais cliniques sont conduits par des employés, des industriels. Donc, vous voyez que là, on est face à des contradictions qui, normalement, devraient donner lieu à des réunions de consensus. Et bon Dieu, vous dites que c'est miraculeux, moi je vois que c'est pas miraculeux. On va se rencontrer, on va discuter. C'est ce qui se passait à l'époque d'Einstein, il se disputait avec Planck et avec les autres, il se réunissait 2 fois par an avec la société allemande de chimie ou d'astronomie, peu importe, et ils se discutaient, t'as tort, j'ai raison, etc. etc. Et puis finalement, ils arrivaient plus ou moins à constater pourquoi ils n'étaient pas d'accord, au moins constater pourquoi ils sont pas d'accord. Là, c'est comme avec les vaccins anti-Covid, c'est la censure totale. Et il y a ceux qui disent c'est un miracle, et puis il y a ceux qui sont généralement, comment dire, accompagnés par les grands médias professionnels. Vous voyez, le New England Journal of Medicine ou le Lancet, qui a publié tous ces essais cliniques prétendant qu'il y a des miracles, ils ne vont pas, un beau matin, donner la parole à quelqu'un qui dit qu'ils ont publié des idioties. Ça s'est passé avec les coxibes. Vous voyez, je donne l'exemple, hein, et avec d'autres, ça arrive de temps en temps. Mais avec les statines, l'enjeu est tellement énorme. Hein. Ce sont les médicaments qui ont été les plus testés dans l'histoire de la médecine. Rien n'est comparable à cette affaire-là. Et non, ce sont des médicaments toxiques. J'ai même fait un livre. Ouais. Personne n'est venu me dire, quand j'ai publié ce livre, où je m'étais trompé, où les références que j'avais données étaient inventées ou, oui, ou falsifiées. Il n'y a rien du tout. Hein. Quand je montre l'effet de statine sur le risque de cancer, est-ce que vous voyez les graphiques? Ouais, je vois. Ouais. Ah oui, en relation Ouais. inverse entre le cholestérol et le risque de cancer. Ouais. Mais, attendez, c'est pas moi qui fais l'étude. Il y a 2 études, c'est des études américaines, c'est publié dans des grands journaux de cardiologie américains, et je ne fais que répéter ce qui a été publié. De la même manière, quand on dit qu'il y a une surmortalité après la vaccination anti-Covid, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc là, en ce moment, à moins d'avoir dans ces relations un vrai expert vraiment indépendant, vous tombez dans tous les pièges. Tout est fait pour que vous tombiez dans les pièges. Je suis désolé, hein, c'est des mauvaises nouvelles. Ça ne veut pas Mais dire que, ça veut pas dire que tout est pourri. Vous voyez, je suis moi un grand défenseur du stenting en cardiologie, des médicaments antiplaquettaires, des médicaments anticoagulants, quand ils sont bien prescrits, vous voyez, ce sont des très bons médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments. Mais là, avec les statines, puisque c'est votre sujet d'aujourd'hui, je reviens là, il faut qu'on s'arrête, hein, parce qu'il faut que, ouais. voilà, mais vous voyez bien que le point de départ, c'est-à-dire prétendre que le cholestérol est un lipide, c'est déjà faux. Et tout s'ensuit. Super. Bah, écoutez, monsieur Delorgerie, il me reste plus qu'à vous remercier. Peut-être je vais vous laisser 2 minutes pour expliquer aux gens où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, peut-être le nom de votre site. Il me semble que vous avez une plateforme
Est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors, bon, moi, je suis un scientifique, donc mon mode d'expression prioritaire, ce sont les articles scientifiques et les chercheurs de niveau international, ils publient en anglais. Bon, alors, je ne vais pas vous envoyer vers mes. Vous pouvez me retrouver facilement. Après, donc, j'ai pris la décision autour de l'année 2010 hein, de publier des livres, Ouais, justement pour que ça soit accessible au grand public. Alors, ça, c'est le dernier. Vous ok. voyez, comment empêcher l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. Oui, mais ça reste des livres. Vous voyez. Alors, j'ai aussi deux autres façons de m'exprimer. D'une part, un blog, michel.delorgeril.info. Ah, vous allez sur le blog et à peu près 2 ou 3 fois par mois, je mets un article et les gens peuvent répondre et me poser des questions. Le dernier concerne la lipoprotéine petit a. Ça, Ouais, c'est absolument fondamental dans la compréhension des maladies cardiovasculaires. Mais si vous allez sur la page d'entrée de ce blog, en haut à droite, il y a marqué Contact. Donc, vous cliquez Contact et là, vous pouvez me rejoindre. Alors, pourquoi je ne donne pas mon Gmail hein, c'est parce que je serais envahi. C'est bien impossible sûr, de travailler. Je ne donne pas mon téléphone non plus. C'est impossible. bien sûr. Bon. Et donc là, par Contact, il y a un filtre qui se fait grâce au blog, grâce à la personne qui gère le blog. Et donc, ne m'arrive que les choses qui sont susceptibles d'être comment dire, susceptible de provoquer une réaction de ma part et donc un contact. Et si quelqu'un me appelle au secours, j'y réponds. Et puis j'ai une autre façon de procéder maintenant avec une société suisse basée à Lausanne. 2 fois par semaine, je mets en ligne des vidéos où j'explique des problèmes de médecine, alors plutôt cardiovasculaire et nutrition, puisque ce sont mes spécialités, mais comme la nutrition a aussi un impact très important, par exemple, sur les risques de cancer, comme la prévention des maladies cardiovasculaires, outre la nutrition, ça passe par des médicaments, par l'exercice physique, etc. Voilà, ce sont des sujets que je discute 2 fois par semaine, des petites vidéos de 15-20 minutes. Oui, là, il y a un abonnement. Alors, on trouve l'adresse de ce site internet sur mon blog. Voilà. Je mettrai les 2 liens en description de cette vidéo, comme ça les gens pourront cliquer sur le lien et directement, tomber sur Voilà. votre site. Voilà. Sur le blog, Sur le blog, pour exactement, ouais. contact, ça, c'est une relation Dire personnelle. oui, Hein. J'essaye de rendre service aux gens. C'est du temps professionnel, hein, évidemment. C'est pas, voilà, je ne suis pas un bénévole. Hein, bien bon. sûr. Et puis, il y a les vidéos. Euh, vraiment, c'est un travail dont je suis très fier. J'apporte vraiment des informations fondamentales à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Hein. Les 2 dernières vidéos, par exemple, concernent le cancer de la prostate. D'accord. Ça m'intéresse puisque, comme vous, j'ai une prostate. Super. Mais écoutez, Voilà. voilà, je mettrai ces 2 liens en description et bah, je vous remercie une dernière fois de m'avoir accordé du temps parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé et pour cela, je vous remercie et surtout, je vous remercie aussi pour tout le travail que vous avez fait. Je vous l'avais dit en mail quand je vous ai contacté. Vous faites partie des rares qui ont tenu leur position, dans l'adversité et pour ça, je vous dis, vous avez le respect de beaucoup, beaucoup de gens et au nom de toutes ces personnes, je vous remercie pour votre travail. OK. Au revoir. Merci de votre invitation. Allez, bye bye.